Bienvenue dans le Nolio Podcast. Cette plateforme d'entraînement te propose aujourd'hui une immersion dans le monde fascinant des sports d'endurance avec l'interview d'un entraîneur. Nous allons chercher, pour toi public, la diversité de ce monde en pleine ébullition de recherche de la performance physique. Alors installe-toi confortablement, sors-nous ta plus belle tasse pour déguster tantôt un café, tantôt un thé, tantôt une tisane, et laisse faire ton inconscient, ton imaginaire, pioche des idées. Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, c'est l'épisode numéro 3 et aujourd'hui nous nous entretenons avec un nouvel entraîneur, Patrick Bringer. Patrick, bonjour. Bonjour à tous, salut Hugo. Alors, pour te présenter brièvement, donc là j'ai l'honneur d'interviewer cette fois-ci mon coach personnel, qui est également coach de plusieurs athlètes. Patrick, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, puis nous parler peut-être de ta formation pour devenir entraîneur? Eh ben, écoute, moi j'ai commencé par l'athlétisme relativement jeune. Pour ce qui est de l'entraînement, j'ai commencé à entraîner dans l'école d'athlétisme, processus on va dire classique, dans les fédérations. Après, voilà, j'ai eu des années où j'ai pas mal pratiqué à titre personnel. Donc, j'ai toujours entraîné dans cette période-là, on va dire, donc entre mes années 17, 18 ans et 30 ans. Et là, ça fait une quinzaine d'années où j'entraîne beaucoup plus, à la fois sur Clermont-Ferrand, dans des clubs ou associations, et puis à distance, dans le triathlon, dans l'athlé et dans le trail, et de plus en plus dans le trail depuis une quinzaine d'années, puisque le trail a pris un gros essor. Voilà. Et maintenant, je fais pas mal aussi d'activités diverses et variées qui gravitent autour de l'entraînement. Voilà, j'ai fait un peu de formation. Maintenant, je suis aussi dans l'entraînement des jeunes, voilà, des ultra-trailers comme toi. Bref, on essaie de faire un petit peu tout. Ouais, donc chez les jeunes, toi tu as la section minime cadet, c'est ça? Eh ben ouais, au départ, en fait, le Clermont Athlétisme à 7-8 ans a souhaité se développer en demi-fond. Donc, on m'a confié la formation des Benjamins minimes. Et puis, depuis 3-4 ans, on a une structure qui fonctionne assez bien avec, on va dire, 50 à 80 enfants sur les années 12 à 18 ans. Donc, maintenant, j'ai aussi les sports-études du lycée qui s'appelle Blaise Pascal. Donc, on a une trentaine de jeunes qui font du demi-fond avec cette année plusieurs qui ont été internationaux. Donc, on s'en occupe pas mal. Et d'ailleurs, je les ai basculés aussi sur Nolio, les jeunes, en particulier un groupe de filles qui est assez impliqué et dynamique. Donc, écoute, c'est des choses que j'apprécie beaucoup et qui sont variées et intéressantes, comme voilà, j'aime le faire, graviter un peu autour de tous ces mondes-là. Je trouve que c'est enrichissant. Ben, c'est vrai que toi tu as la particularité, c'est assez rare chez les entraîneurs qu'on a eu pour l'instant, d'être à la fois sur le terrain, donc avec les jeunes au bord du stade, à leur donner les consignes à l'entraînement le jour J, quoi. Par exemple le mardi soir, le jeudi soir, enfin je dis n'importe quoi, et d'avoir aussi des gens à distance, donc là en leur distillant les conseils via ordinateur, application, etc. Ouais, tout à fait. J'ai commencé à entraîner à distance il y a longtemps, hein, en fait. Bon, on était encore, c'était presque le début du mail, quoi. Voilà, le début du mail. J'ai même commencé avant le mail par des papiers, tu vois, avant ça. Puis le mail, les petits fichiers Word jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, à ce moment-là, à la fois en triathlon et en trail. Mais à ce moment-là, j'étais déjà quand même régulièrement sur le terrain, puisqu'on faisait des week-ends, des stages triathlon aussi. J'ai fait ça en Espagne pendant quasiment une dizaine d'années, où j'allais aider pour une structure d'un copain. Donc, j'ai toujours quand même aimé vraiment être sur le terrain. Après, quand tu as une pratique personnelle, que tu entraînes à distance, que voilà, moi, je conservais aussi notre activité professionnelle, les enfants par-dessus. C'est vrai que c'était difficile d'être autant sur le terrain que je le souhaiterais. Mais j'apprécie beaucoup ça, de varier toutes ces approches. Et l'entraînement à distance, ça a aussi des côtés qui sont super, puisqu'on découvre des gens qui sont d'autres lieux, d'autres endroits qu'on n'aurait jamais connus, avec qui on noue des belles relations, des belles aventures. Et le côté terrain, c'est bien sûr différent, mais les deux, je trouve, sont complémentaires, et c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux volets à l'entraînement.
Et puis, c'est vrai que ce n'est pas ton métier principal, l'entraînement, le coaching, puisque tu as toujours conservé ton métier d'enseignant, même quand tu étais athlète de très, très haut niveau. Bah ouais, j'ai toujours voulu garder un pied hors du sport. Ça serait aujourd'hui, je t'avoue que j'aurais une vision différente parce qu'aujourd'hui, avec le développement d'Internet, des plateformes comme on utilise, c'est beaucoup plus simple aussi justement d'entraîner à distance, de gérer des athlètes d'une façon la plus rigoureuse possible. À l'époque, nous, il y a une vingtaine d'années, 25 ans même, quand je pratiquais beaucoup, tu avais quand même un choix à faire entre ton métier ou une carrière professionnelle. Et une carrière professionnelle dans le triathlon ou le trail, bon, ça reste des sports mineurs où les sources de revenus, elles sont justes. Et moi, je n'avais pas envie de basculer là-dedans parce que ça te met une pression. Moi, le sport, ça a toujours été quand même plutôt une passion complémentaire. Donc, j'ai aimé garder un pied dans le métier. J'apprécie aussi l'enseignement parce qu'aussi on côtoie des gens différents. J'ai jamais été on va dire, à ne plus vouloir l'exercer. Donc, alors maintenant, je l'exerce beaucoup moins puisque je suis à temps partiel, mais j'apprécie quand même toujours de garder un pied hors sport. C'est assez équilibrant. Et ouais, j'ai eu cette particularité à un moment donné quand on était sur les embruns, les trucs comme ça. J'étais presque un des seuls à bosser, mais je ne considère pas non plus que ça m'a pénalisé dans ma pratique parce que j'avais pas non plus le potentiel pour être tout à fait dans les meilleurs. Donc, je suis content d'avoir concilié les deux, même si peut-être ça m'a un petit peu limité sur certains résultats, mais ça, je le regrette pas du tout. Et oui, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement quelques lignes du palmarès, à la fois du triathlète et puis ensuite du trailer que tu es devenu? Bah, écoute, triathlon, j'ai commencé dans les années jeunes, mais tard quand même. J'ai attaqué à 17 ans, donc je nageais plutôt mal, voire très mal, ce qui serait rédhibitoire aujourd'hui. À l'époque, c'était différent, puisqu'on faisait le vélo en no drafting, donc l'effort vélo était important. Donc sur les années jeunes, j'ai fini en faisant 4e des championnats de France de triathlon. J'ai été au championnat du monde de duathlon à Cancun en 1995. Donc, ça date un petit peu. Après, j'ai taquiné l'équipe de France longue distance. J'étais souvent un petit peu à la limite de rentrer dedans sans rentrer dedans. J'ai fait maintes fois dans les 5-6 des France de longue distance. Et après, je suis venu sur l'Ironman, qui n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, mais ça commençait. Donc, sur l'Ironman de Nice, j'ai fait 2 fois le podium au scratch, 2 fois 3e en 2007 et 2008, je crois. Et puis, en parallèle, le triathlon d'Embrun que j'ai fait 7 ou 8 fois et j'ai été 3 fois sur le podium et j'ai dû faire pas plus loin que 6 ou 7e sur cette course que j'appréciais beaucoup et qui était aussi pendant la période des vacances scolaires. Et après, j'ai basculé dans le trail un peu par hasard parce que j'entraînais des athlètes dedans. Et puis finalement, je suis assez vite rentré en équipe de France dès 2011. Et là, j'ai eu la chance de faire pas mal de championnats du monde où j'ai fait 2 fois 3e au Connemara à Annecy. Et puis à côté de ça, j'ai essayé d'avoir une pratique polyvalente en trail, à part l'ultra. Donc, j'ai gagné un peu toutes les conneries qui existent, ce type varié, tu vois, à Saint-Élion, le niveau Les Revards, qui est quand même une grosse ligne sur un palmarès, bien sûr. Et voilà, le Lyon Urban Trail, le Sancy, hivernal, estival. Et un des gros plaisirs, ça a été de gagner les championnats de France, bien sûr, à domicile en 2015. Ça reste un bon souvenir. Mais voilà, j'essaie de faire du trail un peu sur tous les terrains. Après, sortant du triathlon, par contre, je n'ai pas voulu rentrer dans l'ultra parce que j'avais quand même arrêté le triathlon pour avoir plus de temps pour entraîner, pour être en famille. Et si je basculais sur l'ultra, je pense que c'était un truc qui était plutôt fait pour moi. Mais de nouveau, il aurait fallu faire long, partir un peu, s'entraîner beaucoup. Donc ça, je n'ai pas voulu faire ça, mais j'essaierai quand même d'en faire un ou deux pour ne pas mourir bête et puis entraîner de façon encore plus pertinente sur cette distance parce que je considère que c'est une chance, moi, d'avoir vécu toutes les choses que j'entraîne. Mmh. Alors justement, le planning est chargé avec la vie de famille, les garçons qui sont très sportifs, donc forcément c'est chronophage parce qu'eux aussi veulent participer et participent fort bien à des compétitions. Pourquoi devenir coach? Pourquoi rajouter encore du temps après le travail, après les entraînements et la famille? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir entraîner des gens? Comme je te disais, j'ai toujours quasiment entraîné. Dès 16-17 ans, quand j'encadrais un peu en école d'athlé, il y a des copains je lisais
tout ce que je trouvais à l'époque. Bon, on n'avait pas Internet. J'étais très avide de connaître l'entraînement. J'ai attaqué à m'auto-entraîner. D'ailleurs, toutes mes années triathlon et trail, je me suis entraîné tout seul, même si j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui m'ont beaucoup apporté là-dedans. Mais voilà, j'ai toujours aimé ça. Voilà, hein, depuis que je suis fin d'ado, j'ai entraîné. Ça a toujours été vraiment une passion qui est devenue de plus en plus importante. Mais alors, qu'est-ce que je trouve dedans? Je t'avoue que j'ai jamais fait une analyse personnelle là-dessus. Mais voilà, il y a cet échange, il y a l'envie d'apporter aux autres, de les motiver. J'ai l'impression que j'ai aussi voilà, ce côté humain où j'aime voilà, être au contact des gens, les secouer un peu, les bousculer, essayer de tirer le meilleur d'eux. Et je trouve que c'est chouette vraiment à ce niveau-là. Moi, ça m'apporte beaucoup. Alors, je sais qu'on a l'impression que je passe énormément de temps dedans, et c'est vrai, mais moi, voilà, ça m'enrichit tellement à titre aussi personnel. J'ai tellement de bons souvenirs là-dedans que je compte pas mon temps, quoi. Et c'est pas du tout. C'est une passion dévorante, mais j'adore ça, et je pense que tant que je serai apte intellectuellement, je continuerai d'entraîner parce que j'adore ça. Ah, ça devrait durer encore un peu normalement. Ouais. Alors, tu disais que tu étais là dès les débuts, il n'y avait peut-être pas encore forcément l'Internet, et puis tu es venu à écrire les plans sur Word. Tu n'es jamais passé sur le Google Drive ou le Non. partage, même si Nicolas Martin a essayé de nombreuses fois de t'y pousser. Et miracle, tu adhères à la plateforme Nolio. Quel est ce bouleversement? Quels outils tu utilises dessus, peut-être pour analyser peut-être un peu plus les charges d'entraînement, ou pour gagner un peu de temps? Qu'est-ce qui t'a décidé à abandonner le Word? Alors effectivement, j'ai pas une approche très scientifique au sens d'utiliser trop des outils dans l'entraînement. Voilà, j'ai eu utilisé le cardio, le capteur de puissance à vélo, bien sûr, je continue à le faire, qui nous a apporté beaucoup dans la réflexion de ce qu'on faisait, mais ça reste des outils. Après, j'avais un mode de fonctionnement. Moi, l'idée, c'est d'avoir un outil, quel qu'il soit, que ça soit ce que tu disais, le fichier Word ou Nolio ou d'autres, un fichier qui soit, un outil qui permette aux athlètes d'être meilleurs. Voilà, j'ai jamais raisonné en termes de gain de temps ou de choses comme ça. Moi, à l'époque où je faisais du fichier Word, ben, ça marchait, on avait des bons résultats, on avait des athlètes qui progressaient, qui gagnaient des grandes courses, que ce soit en triathlon ou en trail, donc ça marchait. Après, bien sûr que tout évolue, et, et il faut aussi des fois se remettre en cause. Et l'accès à la plateforme Nolio, elle est venue de deux choses. D'une, j'ai eu un bon feeling avec les personnes qui l'ont fondé. J'ai senti qu'ils avaient la volonté d'apporter quelque chose aux athlètes bien plus qu'aux entraîneurs au départ. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, tu vois, dans la démarche, c'est qu'on puisse avoir une façon d'échange qui permette aux athlètes de gagner du temps, puisque souvent, c'est des gens bien occupés aussi, ils n'ont pas envie de passer un débrief par mail interminable tous les dimanches soirs. Et là, j'ai perçu qu'il y avait un intérêt là-dessus. Et puis, clairement, c'est mon épouse qui m'a fermement décidé. Voilà, plusieurs fois, elle m'a dit, allez, si, il faut y aller, il faut basculer là-dedans. Effectivement, Épouse qui réalisait déjà les petits schémas PPG. tout à fait, c'est elle qui réalise tout le visuel que j'utilisais C'était là. les seules couleurs qu'on avait sur le Word. Voilà. Bon, elle m'a décidé à me lancer là-dedans. Donc, j'ai pas mal discuté avec Alexandre, entre autres, et François pour voir l'intérêt. Je voulais vraiment être sûr que ça allait apporter quelque chose aux athlètes. Moi, à titre personnel, je considère comme secondaire si je passe du temps, beaucoup de temps, quelque part, c'est le boulot, c'est normal. Mais j'avais vraiment envie que pour les athlètes, ça leur apporte une plus-value. Comme tu le dis, ils peuvent aujourd'hui vraiment suivre ce qu'ils font. Ils ont un bon recul. Ils ont surtout, ce que j'apprécie, ils ont la possibilité d'utiliser la plateforme comme ils le veulent. C'est-à-dire qu'on a certains, tu vois qui je pense dans le groupe, qui sont des aficionados du chiffre, qui veulent être pointus, qui ont pour qui pouvoir tout savoir de leur entraînement, c'est un enrichissement dans la pratique, et c'est chouette aussi, c'est des gens qui nous apportent. Et puis il y en a qui souhaitent utiliser ça de façon très simple, presque comme un carnet d'entraînement, et ça, Nolio n'oblige pas à la complexité. Donc c'est quelque chose, moi, qui m'a attiré, c'est-à-dire que on pouvait faire rentrer dedans des gens qui n'étaient pas, il faut respecter ça, qui fonctionnent de façon simple, et puis des gens qui étaient passionnés de chiffres, de stats, de watts, de cardio, qui voulaient vraiment suivre leur charge d'entraînement avec les moyens
les plus aboutis qu'on ait aujourd'hui. Donc, le fait de pouvoir faire tout ça à partir du même outil, et un outil, bien sûr, qu'on peut utiliser partout. Voilà, moi, je bouge pas mal. Donc, aujourd'hui, je peux être tous les jours dessus de mon téléphone, de l'ordi, de partout, dès que j'ai un trou. Donc, je pense qu'on travaille mieux et plus efficacement, bien sûr, depuis qu'on a ça. Et c'est pour ça que je continue avec, bien sûr. Et comme je te le disais en début de discussion, c'est pour ça aussi que j'ai mis les jeunes dessus. Et je peux te dire que pour eux, c'est un vrai levier de progrès et aussi un gain d'efficacité de pouvoir échanger comme ça en temps réel, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas toujours te déranger, entre guillemets, tu vois, par message, par SMS, par mail. Ouais. Et par contre, par cet outil-là, ils savent que voilà, l'échange va être possible et voilà, ils sont plus attentifs aussi à ce qu'ils font. Donc, moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Alors aujourd'hui, tu as pas mal d'athlètes à distance. Enfin, c'est un peu le cas toutes les années. On pourrait dire que tu es complet, mais il y a toujours un projet ou deux qui peut te séduire. Alors, comment tu choisis justement chaque année, peut-être il y en a un qui part aussi, ça dépend. Comment tu choisis de coacher quelqu'un parmi les nombreuses demandes à chaque fois? Oui, alors on a beaucoup de demandes et on en a de plus en plus. Alors, bien sûr, je me suis entouré d'autres entraîneurs qui ont tous la particularité d'être des gens que j'ai entraînés avant pendant longtemps, parfois même très longtemps. Mais alors, comment je choisis? On a un roulement qui est quand même faible parce qu'on est une grande famille et que les gens sont souvent contents d'être avec nous aussi pour les à côté, tu vois, le soutien dans la vie, se retrouver dans les week-ends. Voilà, ça dépasse le cadre de l'entraînement et ça, c'est quelque chose qui est une grosse satisfaction pour moi de voir que les gens se voient en dehors. Il y en a même qui partent en vacances ensemble, etc. Mais bien sûr, la vie fait que les évolutions personnelles, le fait qu'au bout d'un moment, les gens n'ont plus besoin de toi. Et ça, c'est une grosse satisfaction de savoir que des gens savent se prendre en main, savent entraîner ou s'entraîner. Donc, il y a un petit roulement. Alors après, j'essaye pour choisir, d'avoir des projets très variés. C'est-à-dire, je peux être attiré par un projet sportif élevé. Ça a été le cas, tu vois, par exemple, d'Antoine Bess en paratriathlon. Lui, il m'a dit, voilà, je vais aller aux Jeux Olympiques en tri, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, ça, c'est un défi, tu vois, qui est chouette. Mais je peux être attiré aussi par un gars qui me dit, putain, j'ai jamais trop fait de sport et dans X années, je veux faire voilà, un truc qui me paraît un peu tripant. J'aime bien avoir ce côté-là. Mais d'un autre côté, j'aime aussi avoir des gens qui ont des projets très simples et qui vont permettre par leur rythme de vie, d'aider aussi nos athlètes pros, tu vois. On parlait de Nico Martin tout à l'heure. Je pense que dans les week-ends, de côtoyer des gens qui bossent énormément, par exemple, qui ont des semaines de travail à 60, 70 heures, ça l'a aussi fait réfléchir, de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux mieux faire, moi qui ai plus de temps. Donc au final, voilà, quand j'ai les choix à faire sur quelques personnes en début d'année, c'est la variété, c'est le bon feeling humain toujours, puisque j'ai toujours un contact au téléphone avant, on discute, on échange. Et comme on est assez discret dans ce qu'on fait, en général, les gens qui viennent vers nous, c'est que voilà, ils ont déjà un a priori plutôt positif dans la façon dont on travaille. Mais voilà, donc je te répondrai la dimension humaine et vraiment la variété des projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets très simples, où en fait tu penses que tu vas rendre la personne heureuse dans la vie en aboutissant dans le projet sportif. Et bien sûr, tu connais, j'aime les gens voilà, qui sont sérieux et qui s'impliquent et qui y vont, quoi. Moi, le type qui hésite à aller aller courir parce qu'il pleut ou qu'il neige, bon, ça va pas marcher, quoi. Ouais, tu vas adorer la question suivante. De l'extérieur, tu vois, de ce que je peux voir de la structure de The donc c'est-à-dire toi et puis les quelques autres coachs qu'on peut citer d'ailleurs, il y a Audrey Welsbarer, Nicolas Martin, Philippe Guéral. Et Mathieu Mazéran. Mathieu Mazéran et un petit jeune du côté de Besançon, non? Non, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ouais, d'accord. Bon. il y a été en tout cas. Voilà. Ce que je vois, c'est que vous faites progresser des gens, par exemple en trail, qui habitent dans des coins où ce serait impossible tout seul. Des gens qui habitent à Tours, à Orléans, enfin voilà, des coins un peu plats, difficilement accès au dénivelé. D'ailleurs, on peut se demander, toi et moi, ce que ces gens ont fait de mal dans la vie pour habiter dans des lieux pareils. Je ne sais pas. Alors, à force de faire de la propagande, il y en a énormément qui déménagent et qui viennent en Savoie. Oui, c'est terrible. C'est incroyable. Ils viennent en Auvergne. On a la famille Couteau qui déménage en Auvergne. Enfin, on a même des scrupules à vider le plat pays, d'ailleurs. Je suis comme toi. Mais bon, vu qu'on a plein de bonnes choses à leur vendre en termes de produits locaux. Donc là, la question que tu vas adorer, qu'on a presque rédigée pour toi,
Aïe. Est-ce que tu adaptes les séances à la météo? Oh purée, diable non. Déjà regardes-tu la météo? Non, moi je me réfère toujours à la phrase d'un célèbre philosophe, tu sais, un coureur breton, Bernard H, qui avait prononcé cette phrase qui a toujours rythmé ma vie sportive. Il y a 2 types de coureurs ou d'athlètes. Celui qui se lève, il va dans le garage, il prend son vélo, il part rouler. Tu vois? Celui-là, il Mmh. va gagner des courses. Et puis il y a l'autre athlète, il se lève, il prend le café, il ouvre les volets et il regarde le ciel. Bah, celui-là, il gagnera jamais rien. Ou alors par miracle. Voilà, je me suis toujours référé à cette phrase de ce philosophe. Et non, bien sûr. Alors, adapté à la météo. Non, je crois que à titre Si, tu personnel, adaptes un peu. oui, j'adapte un petit peu, mais je pense quand même que ce que je veux dire par là, c'est que pour réussir, il faut une grande motivation. Et À un cette, moment, c'est dur, voilà, à un moment, bien sûr, c'est dur et la météo, pas tous les jours. ouais, la météo, elle endurcit. Ça fait du bien de se confronter à des éléments difficiles. Alors, bien sûr, il ne faut pas être bête, hein. Si la piste elle est verglacée, oui, on va adapter. J'envoie pas les gens sur le vélo s'il fait -3, hein. Mais par contre, je Oh pense si. que ouais, ouais, s'il fait -3 et que c'est gelé, hein. Ah oui, gelé, on a le droit. Ouais. Gelé, on a Voilà, le droit. par contre, moi j'ai roulé, voilà, j'ai déjà roulé 3, 4, 5 heures l'hiver quand il faisait froid et que les routes étaient en bon état, même par -4, -5, -6. Donc je ne comprends pas intellectuellement qu'un gars motivé soit pas capable d'y aller. Je ne comprends pas quelqu'un qui n'est pas capable d'aller rouler, d'aller courir s'il fait mauvais. Donc bien sûr, par rapport à ça, je peux être un peu dur parce que ça fait partie du jeu. Et surtout, ce qui me gêne, c'est qu'on pratique des sports outdoor. Le triathlon, le trail, pour ceux qu'on entraîne, et même l'athlétisme, le cross, voire le cyclocross, c'est des sports où on ne décide pas de la météo. Mm. Je veux dire, l'UTMB, tu ne vas pas décider hein, s'il fait 35 degrés ou si la nuit, elle va être infernale, il va y avoir de la neige même. Le triathlon de Nice, il fait parfois 40 degrés. Donc, partant de là, si on ne s'entraîne pas par tous les temps, dans la limite, bien sûr, de la raison, qui peut être la mise en danger, comme je te disais, avec le vélo sur une route glacée, bah, comment veux-tu qu'on réussisse en compète? Donc, je pense que savoir aller dans des conditions extrêmes, difficiles, parfois sortir de sa zone de confort où on hésite à y aller, ben, ça fait partie du jeu et ça fait partie de la réussite. Donc, j'adapte, on va dire, très ponctuellement, mais quand même, la météo, bien sûr, elle fait partie du jeu et il faut faire avec. Après, oui, comme tout le monde, je m'adapte. Et par exemple, l'hiver, les séances de PMA, bah, je les propose bien sûr sur le home trainer, Mm. qui est un outil qui est parfait, qui est excellent et qui, de mon point de vue, apporte aussi d'autres bienfaits en termes d'adaptation pour le corps et le mental. Mais il faut être capable de s'entraîner par tous les temps, c'est une évidence. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé de la fréquence cardiaque que tu as eu utilisée à un moment donné. Est-ce qu'aujourd'hui, pour quelques athlètes, tu fais du suivi HRV? Non, alors je m'y suis intéressé parce que je suis en contact quasiment quotidien avec Jean-François Pontier qui bosse pour la FFA et qui est un peu responsable pour la Fédé du suivi HRV des athlètes de haut et de très haut niveau actuellement. Donc on a beaucoup échangé là-dessus, il m'en a parlé, mais j'en ai parlé aussi avec Benoît Nave quelques fois. Mais non, moi je l'utilise pas. J'y viendrai peut-être un jour, il faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, je m'en sers pas. Par contre, le suivi cardiaque à l'entraînement, à un moment, on s'en servait tous énormément et avec une vision qui était un peu trop exclusive. Aujourd'hui, je suis revenu de ça, mais j'en suis pas totalement revenu. C'est-à-dire que je pense que ponctuellement, pour un débutant, par exemple, pour adapter ses ressentis avec la réalité, le cardio, ça peut être très intéressant. L'hiver, j'aime bien que les athlètes le mettent sur les séances VMA pour voir si on va bien vers l'objectif voulu. Voilà, donc de temps en temps, l'usage du cardio m'intéresse. Après, par contre, oui, je suis contre le mettre tout le temps parce que on fait des athlètes qui sont après gadgetisés, qui sont incapables d'écouter leurs sensations et les ressentis. D'ailleurs, même à vélo, aujourd'hui, ils sont un peu revenus hein, du tout watt ou du tout cardio. Les ressentis, ça reste quand même la priorité, ce qui se passe dans le corps. Et un athlète de bon, de haut niveau ou qui tend vers une pratique épanouie, il doit être capable de se détacher de ses outils pour sentir vraiment ce qui se passe dans son corps, même s'il a une séance assez précise à faire, comme au seuil par exemple. Voilà, donc ça reste pour moi des outils complémentaires. Et voilà, pour répondre purement à ta question, le HRV, j'y viendrai peut-être, mais pour l'instant, je ne vois pas forcément l'utilité, hormis plus à certains moments qui seraient les stages, le moment où il y a de l'altitude, des choses comme ça.
Hmm. Un peu comme l'an passé quand j'ai fait le mois de préparation d'altitude, mais là, je ne t'ai pas embêté avec ça. Je me suis moi-même mis le cardio, j'ai bricolé avec. Oui, bien sûr, il y a des Donc, moments où c'est quand les athlètes vont être dans des volumes d'entraînement qui dépassent ce qu'ils font d'habitude, quand ils vont être sur des charges qui sont extrêmement importantes, quand ils vont être voilà, dans des conditions de chaleur, d'humidité ou d'altitude. Là, justement, ça peut être un outil intéressant pour recaler ces sensations par rapport à cette nouvelle réalité, à ce nouveau stress que subit l'organisme, ou encore une fois, dans certains cas, pour voir si la fatigue n'est pas excessive. Mais voilà, c'est un outil parmi tant d'autres qu'on a aujourd'hui qui est intéressant. alors, cette météo, c'est l'hiver. L'hiver, normalement, tout le monde observe plus ou moins une petite période de coupure, même si avec que ce soit en triathlon ou en trail, on peut aller courir un peu à l'étranger. Donc, ça décale parfois les saisons. Par exemple, chez moi, qui a un emploi du temps un peu différent. Mais néanmoins, on va quand même parler préparation physique en ce moment. Voilà, pour toi, quelle place ça prend dans le planning d'un athlète? Est-ce que ça change drastiquement les choses? Et puis surtout, comment tu définis le terme préparation physique qui est un petit peu fourre-tout? Tu veux dire la préparation hivernale après la coupure? C'est ce que tu entends ou d'une Voilà, façon tu sais, quand générale? les gens discutent entre eux, voilà, le cliché, c'est couper l'hiver, voilà, 3 à 4 semaines. Et puis après, on fait une prépa physique. Donc peut-être faire d'autres sports, du VTT ou du ski de fond, de la musculation en salle, etc. Alors, moi, je te connais, puis j'ai subi ces programmes. Je sais qu'il y a les circuits training, PPG, puis PPS qui sont un peu plus corsés après. Donc, comment toi, tu les abordes? Est-ce que pour tous les athlètes, tu vas mettre des séances pendant plusieurs semaines qui vont se ressembler un peu pour repréparer le corps à une longue saison, que ce soit en trail ou en triathlon? Tout à fait, ouais. J'ai plus cette vision-là, Hugo, qui est qu'à un moment, il faut se reposer. Mais je n'ai pas une vision dogmatique parce que, comme tu le dis, aujourd'hui, les calendriers sont très éclatés pour les athlètes d'un certain niveau. Il y a des courses toute l'année, il y a des courses à l'étranger. Mais bon, si on enlève ces exceptions-là, on va dire qu'il y a quand même un moment dans l'année, qu'il soit en hiver ou à un autre moment, hein, parce que tu vois, bien sûr, le biathlon fonctionnerait différent de nous, hein, puisque voilà, pour eux, la pleine saison, c'est l'hiver. Moi, je ne gère pas d'athlètes de ce type-là. J'ai quand même la plupart des athlètes en trail, en triathlon, où le plus important, il est au printemps et l'été, hein, et l'automne, on va dire, les grandes courses. Donc, partant de là, l'hiver, je pense que pour le corps, c'est quand même une période compliquée. Les jours sont plus courts, beaucoup plus courts, il fait froid, on a tendance à être un petit peu plus malade, etc. Donc, je pense qu'il y a un moment où il est intéressant de se reposer. Se reposer, c'est physique et c'est psychologique. Quand on est jeune, on a moins besoin de le faire. Tu vois, tu parlais de mes enfants tout à l'heure. Eux, voilà, ils se reposent un peu parce qu'on leur dit qu'il faut le faire et parce qu'on veut les préserver, mais ils n'en ont pas le besoin psychologique. Un adulte qui doit gérer parfois des charges familiales, professionnelles, physiques, à la fin d'une saison, il peut être vraiment émoussé, je dirais, mentalement, ou parfois même pour son entourage. Son conjoint, sa conjointe, ça peut être important d'avoir des semaines où le sport devient totalement secondaire. Tu vois, donc la coupure, je pense qu'elle doit avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est le premier postulat. Alors moi, je peux proposer des coupures qui sont très variées, hein, mais globalement, je pense qu'il y a des moments donnés où il faut se reposer. Après, il y a des moments où on sent que l'athlète, c'était peut-être ton cas à la fin de cette année, où je sens qu'une coupure assez longue sans sport ou très légère, elle peut être bénéfique. Donc, dans ce cas-là, je ne suis absolument pas réticent à 3 à 4 semaines sans faire de sport. J'ai déjà proposé, même il y a un athlète du groupe, qu'on pourrait citer, mais peu importe, je lui ai demandé de faire 6 semaines de coupure. Voilà. Mais dans certains cas où les gens s'entraînent pas tellement, où je les trouve bien, je trouve aussi ridicule de leur imposer de couper 3 semaines s'ils sont en pleine forme, qu'ils s'entraînent que 3 à 4 fois par semaine. Pourquoi les faire couper? Il y en a dans ces cas-là, ça va être juste une semaine. Ou encore, ça va être des micro-coupures après chaque course qui fonctionnent très très bien en trail. Voilà, il y a des gens en trail, je les fais couper une semaine après chaque trail de 30-40 km, puis le fait de faire ça, la régénération, elle est naturelle. Voilà, donc il y a un moment donné où il faut se reposer. Après, je suis assez en phase avec ce que tu expliquais, c'est-à-dire que je pense qu'après, il faut 3 mois à peu près, qu'on peut appeler de la réathlétisation, de la prépa physique, je ne sais pas le bon terme, mais je pense qu'il y a 3 mois ensuite où il faut reconstruire le corps patiemment, où il faut oublier un petit peu les compétitions, ou alors faire des compétitions qui soient beaucoup plus courtes et mentalement moins énergivores. Donc dans ces 3 mois-là, ouais, j'aime bien reposer les choses avec de l'aérobie tranquille, avec parfois d'autres sports si l'occasion se présente, le VTT, le ski de fond, la natation, bien sûr.
oublier un peu le vélo pour les triathlètes, qui est une discipline qui prend du temps, par exemple, courir un peu plus. Et dans ces temps-là, je pense qu'il faut essayer de rebâtir un corps solide. Donc, progressivement, d'aller bien sûr vers du gainage, de la proprio, des étirements, puis après, petit à petit, du renforcement musculaire. Ça peut être des circuits, comme tu le disais, PPG, puis PPS. Pour certains, ça peut être du renforcement en salle. Mais voilà, je pense qu'il faut se donner 2-3 mois comme ça où on prépare le corps à des charges plus importantes et aux compétitions. Donc moi, j'aime bien avoir ces 3 mois-là. Je trouve que c'est chouette. On sent qu'on bâtit l'organisme des gars ou des filles pour ce qui arrive. Donc voilà ma vision de la prépa physique. Une période tranquille, progressive, avec de l'aérobie et où on prépare le corps à la suite et où on peut faire aussi des choses qui sont très intenses et différentes de ce qu'on fait habituellement. Voilà, de l'explosivité, des sprints, des petites côtes, des choses comme ça. Ah, c'est pile ce qui m'attend. Oui, voilà. Alors, tu coaches depuis 16-17 ans, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais depuis que tu as 16-17 ans, parce qu'aujourd'hui tu as un petit peu plus, on va bientôt fêter les 30 années de coaching, quelle excitation. Tout à fait. Comment tu fais pour progresser depuis toutes ces années, ou est-ce que le Patrick Bringer des débuts est resté le même? Non, j'ai certaines, bien sûr, idées, certaines valeurs qui sont restées les mêmes, mais j'ai beaucoup évolué. Malgré tout, j'ai beaucoup évolué en m'apercevant que les choses qu'on m'a appris, que j'ai lues il y a une trentaine d'années, elles sont toujours là. Voilà, il ne faut pas non plus penser qu'il y a une révolution majeure dans l'entraînement. On a évolué, les outils nous ont aidés à réfléchir, mais il y a des fondamentaux et les résultats en attestent. Hein. Voilà, si tu prends l'athlétisme, le trail, bien sûr que ça évolue, mais il n'y a pas non plus un bouleversement total. Donc, comment j'ai évolué? Si tu veux, je suis comme beaucoup de gens qui entraînent, je pense très curieux de tout ce qui se fait. Donc, je prends encore beaucoup de temps. Alors, toujours pour lire, hein, je pense qu'on apprend beaucoup mieux sur le papier qu'en lisant sur Internet, par exemple, où c'est réducteur. Donc, j'aime bien lire. J'ai eu la chance d'avoir des athlètes, beaucoup d'athlètes de haut niveau professionnel. Donc, bien sûr que leur expérience, les gens qu'ils ont côtoyés, ça m'a fait réfléchir. J'ai eu beaucoup de discussions et d'échanges avec eux. Voilà, en particulier dans le triathlon, où j'ai eu beaucoup d'athlètes qui étaient pros et qui avaient eu des parcours où ils ont pu côtoyer un peu ce qui se faisait de mieux dans le monde de l'entraînement et dans d'autres pays aussi, hein, puisqu'il y a pas mal d'athlètes qui ont voyagé. En trail, le professionnalisme, il est plus récent. Alors là, en trail, on a plus défriché les choses dans les années 2000 voilà, pour arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais bien sûr que j'ai évolué, bien sûr que mon regard, il est différent, mais il y a des choses dans lesquelles je croyais toujours dans les années 2000 et dans lesquelles je crois toujours aujourd'hui dans la réussite des athlètes, voilà, en particulier en ce qui concerne la rigueur, la motivation et le fait que, quels que soient les outils qu'on utilise, il faut toujours avoir des gens motivés et qui aiment s'entraîner. Alors, est-ce que tu as des livres à conseiller justement peut-être à ceux que tu entraînes pour qu'ils n'aient pas uniquement tes plans sous les yeux, mais aussi des petites notions d'entraînement, livres ou films ou documentaires? Alors, tu vois, je suis moins vidéo, mais je pense qu'il y a des documentaires qui sont super inspirants, même s'ils peuvent être caricaturaux. Rambo 1, Rambo 2. Ouais, alors ça, bien sûr, c'est la base. Mais je pense que, par exemple, il y a des intérieurs sports qui sont passionnants, qui permettent de comprendre des choses et de percevoir que la réussite en sport, c'est un vrai projet. Ça doit venir de soi et ça doit englober plein d'éléments. Donc, si j'ai un conseil, tu vois, plutôt que tel ou tel ouvrage ou tel livre, je dirais aux gens qui veulent réussir ou s'épanouir dans la pratique, c'est ce que je dis aux jeunes, qu'il faut vraiment avoir une approche holistique. Voir la réussite que par le filtre de l'entraînement, c'est très réducteur. Il faut forcément s'intéresser un petit peu à la nutrition, il faut s'intéresser un petit peu à la façon de se relaxer pour bien dormir ou s'étirer, il faut forcément réfléchir à la façon dont on fait son gainage et pourquoi on le fait, il faut forcément comprendre un peu les notions d'entraînement. Moi, c'est pour ça que j'aime bien essayer de les expliquer. C'est beaucoup plus intéressant de faire une séance de VMA, de PMA, de seuil ou même une sortie longue en essayant de comprendre pourquoi on l'a fait, on est plus motivé. Donc oui, je conseille aux gens d'être curieux et de s'intéresser à ce qu'ils font. Après, tous les deux, là, on parle plutôt trail ce matin. Moi, un ouvrage que j'ai bien aimé en trail, qui m'a semblé réunir le côté pratique, scientifique
et aussi une vision qui est très proche de la mienne. C'est ce qu'a écrit Éric Lacroix, tu vois, sur la préparation en ultra-trail. Éric, c'est un entraîneur que j'apprécie, une personne humainement que j'apprécie, qui me semble véhiculer les bonnes valeurs, qui a aussi beaucoup réfléchi, qui a beaucoup pratiqué lui-même. Et donc, je pense que c'est quelqu'un d'intéressant dans notre milieu. Mais après, il y a des tas de gens dont j'ai aimé lire ce qu'ils ont fait. Je crois on a tous beaucoup à apprendre des uns des autres, mais je pense qu'il faut aussi là-dessus se référer aussi aux choses qui marchent et tu vois, pas être trop attiré par des nouveautés ou des choses farfelues. Il faut aussi s'asseoir sur ce qu'on connaît bien. Mais voilà, je te dirais que c'est très très important de s'intéresser aux choses. Tu vois, récemment, je me suis intéressé pas mal à tout ce qui est conditions physiques, gainage profond, mobilité articulaire. Et ben là, tu vois, j'ai lu les ouvrages de Christophe Cario, qui sont des bouquins finalement assez simples d'approche, mais qui m'ont, je pense, permis d'avoir une approche un peu en plus sur la santé. Voilà, j'ai compris des choses qui me semblaient intéressantes par rapport aux gens en particulier qui ont dépassé la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine, malheureusement pour eux, et je m'en rapproche dangereusement. Voilà, cette dimension aussi, pratiquer longtemps en bonne santé, elle m'intéresse bien sûr de plus en plus, donc j'essaie de me passionner de tout ça. Voilà. Après, ouais, si on parlait nutrition, ben, je suis assez fan de toutes les publications d'Anthony Berthoud. J'ai beaucoup lu tout ce qu'il faisait. Voilà. Donc, bien sûr que j'ai mes dadas, mais au-delà de ça, voilà, je crois qu'il faut être curieux de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est proposé au sein de la structure de ZEP, un petit accompagnement nutritionnel pour ceux qui le veulent, avec un de tes athlètes, Sébastien Diffenbrom, qui a été le disciple d'Anthony Berthoud. Oui, moi, je crois encore une fois qu'on peut avoir des gens en pleine santé, heureux de ce qu'ils font, sans parler de niveau ou de haut niveau, si on n'a pas voilà, cette approche qui doit être holistique. Hein. Il faut englober tous les aspects, il faut s'intéresser aussi à la vie des gens hein, pour savoir s'ils vont bien. Bien sûr, on peut pratiquer qu'avec tout ça. Et la nutrition, la micronutrition, alors moi je m'y suis intéressé dès les années 90, on est revenu sur certaines choses, mais j'ai toujours été persuadé qu'il y avait là un levier considérable de bien-être, de santé. Et aujourd'hui, bien sûr, avec tous les soucis qu'on a dans nos sociétés modernes, tout le monde s'y intéresse un peu plus, peu ou prou, mais je crois qu'on a beaucoup, beaucoup à gagner là-dessus, d'une façon tellement simple et tellement non dogmatique que, bien sûr, des gens comme Denis Richer, alors il était plus présent dans les années 90-2000, puis Anthony Berthoud et peut-être d'autres personnes que je ne connais pas, qui font du bien en donnant des conseils qui sont à la fois très simples, qu'on peut retenir facilement, et pour ceux qui ont envie de creuser ça et de comprendre les choses, il y a moyen d'aller dans une complexité beaucoup plus grande. Donc voilà, Denis ou Anthony, je leur trouve un pouvoir de vulgarisation qui est très, très intéressant. Ouais, c'est costaud quand même un peu, Denis Richer. Oui. Il est moins... Anthony fait plus d'articles avec un peu plus de visuels sur les réseaux sociaux, ça passe un peu mieux. C'est vrai. Après, moi, j'ai lu voilà, les bouquins de Denis à un moment donné. Ils peuvent être indigestes. Mais on a à en retenir certaines choses. Je trouve quand même qu'au bout du bout, tous les deux, ils sont capables de donner des conseils clairs. Alors, Denis faisait plus ça à un moment donné. Maintenant, je ne sais plus trop ce qu'il fait. Il le fait peut-être moins. Anthony a pas mal repris les choses avec les connaissances du jour. Hein, mais bien sûr que sur tout ce qui est, par exemple, IGBA ou qualité des graisses qu'on ingère, je pense qu'ils ont fait partie des gens qui ont désacralisé pas mal de choses en sport et ils peuvent être fiers de se dire quand même qu'ils ont permis à pas mal de sportifs d'être sûrement en meilleure santé en mangeant mieux. Alors, avec toutes ces années de coaching derrière toi, tu as dû en voir passer des nouveaux entraîneurs, certains ont duré, d'autres non, et puis voir passer les nouvelles techniques d'entraînement. Donc, tu as mis quand même beaucoup de temps à passer sur le futur, les petites applications, les gadgets. Il y a eu le cardio, il y a maintenant le capteur de puissance en vélo, il y a le capteur de puissance, bon, c'est un peu foireux en trail, mais ça marche assez bien sur route à pied. Comment tu dirais que le métier de coach a évolué tout au long de ces dernières années? Alors, je pense que c'est très, très différent selon si on est sur le terrain ou oui. à distance, vraiment. Voilà, moi, pour côtoyer les deux milieux de près, y compris dans des domaines comme la natation, hein, où j'ai beaucoup de contacts encore par connaissance ou parce que mes enfants étaient dedans, je te dirais que l'évolution, elle est beaucoup moins visible sur le terrain,
que dans l'entraînement à distance. Et c'est logique, puisque à distance, ces outils vont permettre d'avoir ce qu'on voit sur le terrain. Si je prends mon cas personnel, tu vois, quand je vais au bord du stade, j'ai un cahier, format A4, j'écris les séances et puis c'est tout. Et j'ai un chronomètre. Et les jeunes, même si certains font des performances qui taquinent des records de France ou des niveaux internationaux, je leur demande d'avoir une montre. Et puis c'est tout. Voilà, donc on peut rester très simple et très efficace. Et je vois des entraîneurs qui sont incroyablement efficaces, qui fonctionnent encore d'une façon simple. Maintenant, tout le monde a évolué et a appris de ces outils-là. Moi le premier, et beaucoup d'entraîneurs, même anciens, sont rentrés petit à petit là-dedans, évidemment. Je pense que dans le vélo, par exemple, personne ne peut nier que le capteur de puissance a apporté beaucoup, a fait réfléchir les gens, a parfois confirmé certaines méthodes qu'on utilisait, mais en tout cas, ça, c'est une vraie révolution, par exemple, dans le vélo. Je pense qu'à pied, on a moins cette révolution-là. Alors, évidemment, il y a des entraîneurs qui ont basculé dans le côté ultra connecté, qui pensent que la vérité sort de toutes les machines possibles et imaginables. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut avoir une vision intermédiaire dans tout ça pour réussir. Et je crois pas qu'un jour, et même jamais, tous ces outils-là qu'on peut avoir à disposition remplaceront complètement les échanges qu'on peut avoir avec les athlètes, les ressentis, tout ce qui se passe dans leur corps. Mais par contre, ça peut être un plus, comme je te le disais tout à l'heure. Voilà, alors, ouais, je côtoie beaucoup de monde, mais je t'avoue, je ne connais pas non plus comment fonctionnent les entraîneurs qui font que du à distance, par exemple. Donc, voilà, c'est difficile aussi de te répondre à cette question clairement. Ouais, moi, j'ai apprécié venir régulièrement faire quelques séances avec toi ou les week-ends avec une trentaine d'athlètes coachés par les mêmes personnes. Ça fait du bien. Puis après, ça fait aussi du bien de retrouver un peu son train-train quotidien avec les petites applis, tout ça. Donc, j'aime bien aussi l'alternance. Bien sûr, mais je crois que la vérité, elle est là. C'est-à-dire se servir de ça parce que c'est des choses formidables et qui permettent d'avoir des feedbacks exceptionnels. Tu vois, moi, quand je regarde une séance VMA à distance de quelqu'un qui a le cardio sur Nolio, mais c'est génial. Je sais où il est, je sais comment il a fait sa séance. Voilà, tu as des mêmes choses avec le capteur puissant. C'est exceptionnel, il ne faut pas s'en priver. Et ça permet à certains moments de recaler des choses. C'est top, bien sûr. Mais voilà, il faut à des moments aussi, il faut être capable de revenir à des choses simples. Allez, pour la fin, c'est une petite question marrante. Alors, celle que j'attendais le plus, quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach? Le jour où tu t'es dit, putain, là, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû lui dire ça. Oh purée, alors j'en ai fait des erreurs, comme tout le monde, beaucoup. Mais alors, t'en sortir une comme ça, putain. Ouais, ou une marrante. Je ne l'attendais pas, cette question-là. Punaise. C'est pour détendre l'atmosphère à la fin. La dernière fois que je t'ai dit de faire 12 heures de vélo à 10 jours des Templiers, voilà, c'était peut-être un peu trop. Putain, ouais, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et le lendemain, 8 heures de trail. Ouais, 20 heures de jour. Je trouvais que ça avait du sens, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, alors pour revenir sur ce cas personnel qui était hilarant, quand j'ai vu arriver... Donc déjà, il y avait une compétition le dimanche de 2h30. Bon, soit, celle-là, elle a été bien réalisée. En fait, avec le recul, j'aurais dû m'arrêter ici et me dire, Hugo, tu as réalisé une bonne compétition à 10 jours de la vraie course. C'est bon, quoi. Mets les jambes dans le torchon et puis voilà, sois confiant. Et au lieu de ça, on s'est dit, tiens, on va en profiter pour faire une petite dernière longue sortie de 12 heures de vélo. Donc, bon, déjà, il fallait prendre la frontale à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait. J'ai fait 8 heures, ce qui n'est pas trop démérité. Mais en fait, ouais, avec le recul, ça n'a pas été bénéfique. Ouais, mais après, ce qui est bénéfique dans le sport aussi, c'est la saveur de ces moments où on fait des fois des choses comme ça un peu extrêmes. C'est des souvenirs qu'on a à vie. Oui. Et là, c'est là où je trouve que c'est formidable dans le sport pour ça, pour sortir du domaine de l'entraînement. Et dans 20, 30, 40 ans, on aura des souvenirs incroyables. Voilà, moi, tu vois, j'ai eu la chance d'entraîner une dizaine d'années Cyril Viennot en triathlon, qui a fait 5e à Hawaï et champion du monde de long. Bon, on a des anecdotes qui sont fabuleuses. Lui, il n'osait pas regarder la semaine entière
Ah oui. il cachait le fichier, ne regardait que le jour même parce qu'il avait, il avait toujours peur de rentrer chez lui quand il était en stage. Et une fois, il m'avait dit, ah ouais, putain, on va loin, mais finalement, même la veille de l'affûtage, la veille de la compète, on ne sait pas si ça va passer encore. Et puis, bon, souvent, ça a passé, on a pu faire des choses géniales. Ouais, des fois, on fait quelques conneries comme ça, mais en tout cas, c'est des demi-conneries parce que ça fait des souvenirs fabuleux. Oui, puis c'est pas facile entre la volonté de l'athlète de beaucoup s'entraîner, puis au final, voilà, moi je pense que finalement je suis pas forcément quelqu'un qui a besoin d'énormément de volume à la fin, puis en fait mon esprit aurait tendance à vouloir l'inverse, donc le temps de se caler, c'est jamais évident non plus, hein. C'est pas toujours l'entraîneur qui est responsable non plus. Ah, il y a un tatillonnement qui fait que, puis, à certains moments, quelque chose qui va fonctionner va moins le faire après. Il n'y a pas de vérité, de science exacte, même selon les années, selon les athlètes. Et c'est ce qui fait la beauté Mmh. de l'entraînement. C'est sûr que des fois, on se plante. Il y a des formats de course qui sont beaucoup plus simples à maîtriser. Globalement, plus c'est long, plus il y a d'incertitudes, bien sûr. Mais bon, c'est le charme de l'entraînement. Et regarde, aujourd'hui, on sourit. Voilà, Ah ouais, non, mais l'aérobie n'est jamais perdue. faudrait que je pense à noter un peu toutes les anecdotes. Ah ouais, mais tout à fait. Je sais qu'un jour, tu nous feras un livre là-dessus. Ouais, t'en as déjà du boulot avec Nico. Alors, à l'inverse, la perf dont tu es le plus fier d'un de tes athlètes, ou alors celle vraiment tu t'es dit putain, il m'a étonné, ou alors je suis content pour lui, quelque chose comme ça. Ah, j'ai eu la chance d'avoir ce sentiment-là vraiment beaucoup de fois, Hugo. Alors, c'est dur. Là, bien sûr, je vais faire je vais faire de la peine à des tas d'athlètes à qui je ne vais pas penser aujourd'hui parce qu'il y a des perfs, on va dire, secondaires qui m'ont fait tellement plaisir. Hein, tu vois, c'est ce qui motive aussi à l'entraînement, ce bonheur-là. Alors, te faire une liste, c'est incroyable. C'est dur à faire, mais globalement, j'ai quand même eu ce sentiment vraiment de vivre des choses chouettes quand les gens ont réussi à être sélectionnés en équipe de France. Tu vois, si je reviens récemment dans des choses, bien sûr, en trail, j'ai eu pas mal d'athlètes dans ce cas, mais tu vois, je ne peux pas repasser comme ça 20 ans en arrière et te sortir tous ces moments-là, mais Marion, Delespierre et Thibaut Garivier, tu vois, pour eux, l'équipe de France, c'était un rêve. Alors, ils ne vont pas y aller, du coup, euh, en Thaïlande, puisque c'est annulé. Ouais, ils Mais y sont, mais les championnats du monde voilà, sont décalés. voir leur émotion, l'émotion dans leurs yeux, puisque j'étais à l'arrivée des passerelles des Montena, tu vois, ça n'a pas de prix. Ce jour-là, Nico qui gagne aussi à domicile, qui est pris, tu vois, ça, c'est des choses. Ah, putain, ça te nourrit pour 10 ans, quoi. Tu es heureux, et même si tu t'es couché tard, tu as passé des coups de téléphone, tu as stressé pour eux, putain, c'est génial. Cette année, j'ai aussi eu des gamins, des gamines qui ont été en équipe de France pour la première fois. L'équipe de France, c'est quand même quelque chose, quoi. Voilà. Après, si j'avais une perf à te sortir comme ça, qui m'a le plus fait triper, je te dirais quand même la 5e place de Cyril Viennot à Hawaï, parce que Hawaï, c'est un niveau intergalactique, c'est fou. C'est un garçon qui représente tout ce que j'aimais dans le sport avec des valeurs de travail incroyables. Et voilà, j'ai suivi, j'étais pas à Hawaï, mais j'ai suivi la course derrière l'ordinateur toute la nuit. Et là, ouais, il m'a mis sur le cul parce que je ne croyais pas qu'il puisse rivaliser comme ça avec les meilleurs mondiaux sur la plus grande course du monde en triathlon, alors que c'est quelqu'un qui, dans les catégories jeunes et au début de sa vie senior, n'était pas non plus un gars pétri de qualité. Donc, ouais, là, ce jour-là, ça sera une des plus belles émotions, mais encore une fois, j'ai eu la chance d'en vivre des tas et je remercie les athlètes pour ça, de leur confiance, parce que c'est un projet à deux, mais c'est aussi des gens qui te font confiance et voilà, quand tu vois des athlètes faire la semaine du mieux possible, tu sais aussi que quelque part, ils te donnent ils te donnent une partie de leur destin sportif en main et c'est quelque chose dont j'ai conscience parfois et pourquoi on essaie de bien faire les choses. Mais quand ça réussit, c'est comme l'an prochain quand tu vas faire 4-5e à l'UTMB, ça va être un kiff magistral, quoi, magistral. Ah, on va se régaler. Ça va être énorme. Alors, est-ce qu'il y a, depuis toutes ces années, une personne que tu rêves de coacher? Parce que c'est marrant, parce que ou tu veux savoir comment ce gars il fonctionnait avant. Aujourd'hui, non. Tu vois, j'ai pas d'idée comme ça. Alors, par contre, j'ai eu des moments où des athlètes sont venus vers moi
où c'était un gros kiff parce que c'est des gens que je voyais avant vraiment de loin comme des gens voilà, des gens qui avaient un niveau extraordinaire. Tu vois, j'ai eu seulement quelques mois parce qu'il voulait essayer longue distance. Frédéric Belobre, hein, qui a fait voilà, une des plus grandes carrières en tri, il voulait se mettre aux longues distances. Donc, il m'avait contacté, on avait un bon feeling. On a fait quelques mois, ça marchait bien, mais il n'avait plus la flamme en lui de faire les heures, quoi. Donc rapidement, il m'a dit bon, écoute, j'ai plus la motive. Mais ça, c'était une chouette aventure. Plus récemment, tu vois. J'ai commencé à travailler avec Davidos qui a fait 4 des Jeux en triathlon et qui veut gagner le Grand Raid de la Réunion. Pour lui, c'est le deuxième défi de sa vie. Il voulait aller au JO et il l'a fait. Et de quelle façon, en faisant voilà, ce qui est toujours la meilleure perf française de l'histoire. Et quand il m'a dit je veux gagner le Grand Raid, bon, ça c'est le genre de choses. Et c'est des gens, c'est des gens que tu es content de rencontrer parce que bien sûr ils ont un vécu sportif qui est incroyable. Et c'est intéressant d'essayer de leur apporter ce que tu sais dans la nouvelle discipline qu'ils veulent faire. Voilà. Alors, voilà, dans le cas de David, ça a été compliqué pour lui avec la famille, avec les enfants. Ils ont un souci avec leur troisième petit, donc il n'a pas pu bien s'impliquer dans ce projet-là. Mais là, ça repart. Et voilà, aider des gens comme ça qui ont des chouettes, voilà, qui ont eu des carrières voilà, exceptionnelles. C'est forcément des bons moments. Mais là, tout de suite, non, je n'ai pas un athlète comme ça à te dire, tiens, il y a plein de gens qui m'ont contacté, ça m'a fait super plaisir parce que c'est une forme, bien sûr, de confiance, quelque part, modestement de reconnaissance. Donc, c'est sûr que ça te fait plaisir, mais tout de suite, voilà, tout de suite, non. Alors, par contre, au fur et à mesure que tu me poses ta question, tu vois, je réfléchis en moi. Alors, bien sûr, tu vois, j'aime beaucoup bien sûr le triathlon, j'aime beaucoup le cyclisme aussi, en tout cas certains cyclistes. Et voilà, un gars comme Romain Bardet, je sais pas, moi, s'il me dit tiens, j'ai envie d'aller faire en brun, c'est sûr que comme on le côtoie de temps en temps, ça serait un kiff magistral. Mais il y en a d'autres, hein, je sais pas, moi, il y en a plein hein, qui arrêtent. Voilà, si vous voulez faire en brun, si vous voulez faire des choses comme ça, on vous aidera avec plaisir. Voilà, surtout si vous savez nager. Warren Barguil, tu vois, il sait nager. Des mecs comme ça, bien sûr que c'est quelque part un honneur, une reconnaissance. Dans leur discipline, tu peux rien leur apporter de spécial, évidemment, mais quand ils ont un kiff dans une après-carrière, ça c'est chouette, tu vois. Voilà, donc ce genre de personnes, si en plus tu les apprécies et qui t'ont fait vibrer dans leur sport, et c'est chouette. Et moi, je suis un fan de sport aérobie en général, hein, j'adore ça. Donc voilà, le jour où si on peut donner un coup de main à ces gens-là, c'est encore une fois modestement parce qu'ils savent déjà beaucoup de choses sur leur sport, ça sera avec plaisir. Et alors, est-ce que tu penses qu'il est judicieux de coacher son conjoint? Je sais que dans la famille Bringer, tout le monde fait son quota de sport dans la semaine. Ça ne déroge pas à la règle. Je sais que Marielle, ta femme, participe à quelques maratrails. Hein. Elle ne fait pas des petits formats. Alors, est-ce qu'il y a quelques conseils comme ça qui sortent ou est-ce que c'est un terrain où il ne faut pas s'aventurer? Alors, j'ai tout vu hein, là-dessus. J'ai tout vu. J'ai certains avis, mais encore une fois, il n'y a pas de dogme. Je pense que quand on peut, il faut éviter. C'est bien, mais que dans certains cas, ça peut aller. Donc, moi, bon, dans le cas de Marielle, elle fait du sport qui est quand même du sport santé avant tout. Elle aime se donner un défi par an. Donc, c'est vrai que voilà, elle a fait quelques marathons, un maratrail. Donc, dans ce cas-là, ouais, je lui ai donné des coups de main, mais c'est pas vraiment de l'entraînement, tu vois, c'est des directions à faire. C'est normal d'aider un peu le conjoint s'il te le demande. Voilà. Par contre, j'aurais un avis beaucoup plus tranché pour les enfants. Je pense qu'hormis des moments ponctuels, il faut éviter de s'occuper de ses enfants. Voilà, les enfants, c'est l'éducation, c'est l'école, c'est la politesse. Ça, c'est le rôle d'un père ou une mère. Par contre, entraîner son enfant, hormis ponctuellement, s'il demande conseil ou pas, je pense que c'est pas le boulot. Donc moi, j'ai tenu à ce que, tu vois, en athlétisme ou en triathlon, par exemple, c'est le collègue avec qui j'entraîne qui s'occupe de mes garçons. S'ils ont des conseils à me demander, bien sûr, je vais leur demander, mais je préfère autant aussi qu'ils discutent. On a la chance d'être entouré de plein de gens qui pratiquent à bon niveau, haut niveau autour d'eux. Je trouve plus intéressant qu'ils demandent, qu'ils aillent vers ces personnes-là que vers moi, parce qu'il ne faut pas trop mélanger les genres. Et moi, je préfère être supporter de mes gamins en leur facilitant la vie. Hein. S'ils me demandent de les amener demain à Lille pour une compète, évidemment, j'irai avec plaisir. Mais
En tout cas, au moment de l'adolescence, je pense que si on peut se détacher de ça, c'est bien. Voilà, c'est pas forcément à moi de leur dire c'est bien ou c'est pas bien dans le sport. J'ai plus à leur donner d'autres valeurs dans la vie que celle-ci, tu vois. Voilà. Après, moi, c'est un tout petit peu particulier dans la mesure où ils sont dans le même groupe d'entraînement dans lequel j'entraîne. Donc, voilà, s'ils sont au milieu de 20 gamins, ouais, je vais les entraîner comme les autres, mais je vais pas. Ça va être comme d'autres, si tu veux. Voilà. Et bon, après, quand ils seront adultes, peut-être que les rapports seront différents, mais voilà, sur les enfants, je pense qu'il faut rester très prudent par rapport à ça, pas trop mélanger les genres, et c'est mieux si d'autres personnes de confiance s'en occupent, à mon avis. Mmh. Ah oui, oui, très, très bien entouré, autour de Clermont, donc pas de souci là-dessus. Les enfants, bah, que tu as pas mal suivis, hein, cette année quand même, il y a eu pas mal de belles compétitions là pour les jumeaux et en supporter là, tu étais bien, hein? Ouais, bah, voilà, j'avais à cœur cette année aussi. C'est une des raisons pour laquelle je me suis moins entraîné perso parce que c'est des chouettes années, hein, les années quand tu as 15, 16, 17, 18, 19 ans, les années cadet junior, c'est qu'une fois dans une vie. Après, une fois que tu es adulte, chacun fait un peu son chemin, sa vie. Moi, j'ai toujours apprécié que mes parents viennent me voir sur les compètes, même s'ils n'étaient pas connaisseurs du sport. Donc, j'estime que c'est normal de suivre les enfants tranquillement, d'aller les encourager, même si c'est loin. Voilà. Alors, cette année, ils ont fait énormément de déplacements avec le club, parfois avec la fédération. Mais ouais, j'aime bien aller tout simplement être au bord du terrain, montrer qu'il y a de l'intérêt, qu'on trouve que ce qui est fait, c'est chouette, parce que je sais tous les efforts que ça demande, ces sports, hein, le trail, le triathlon, le vélo, le VTT, tout ça. Donc, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année à les voir s'épanouir, progresser, à être heureux, à aller tout seul, tu vois, un peu en stage, à prendre plaisir à être à la montagne, tu vois, c'est un truc qui me fait plaisir. Je vois qu'ils aiment être avec les copains, aller s'entraîner, pas que pour les résultats, mais tout simplement pour être heureux dans la vie. Donc, c'est chouette. Alors après, ouais, les résultats ont été bons, voire très bons dans certains cas cette année, et c'est tant mieux s'ils s'y retrouvent. Mais voilà, il faut apprécier ces moments-là. C'est chouette, bien sûr, quand on est passionné de sport, d'avoir ces enfants qui s'éclatent là-dedans. Ça, je vais pas le nier. Mmh. Dernière, petite question, non juste 2 avec une petite rétrospective après pour se faire plaisir avant de se quitter. Parmi tous tes athlètes, évidemment, il y a des athlètes féminines. Tu as des hommes et des femmes, que ce soit en triathlon ou en trail d'ailleurs. Est-ce que tu observes quelques différences à l'entraînement, que ce soit, dans ta manière de donner l'entraînement ou dans leur manière de réaliser les entraînements? Voilà, est-ce que hommes, femmes, est-ce qu'il y a des petits trucs que tu as pu observer dans toutes tes années de coaching? Oui, c'est vraiment des psychologies différentes. J'ai entraîné très peu de femmes à l'âge adulte parce que pendant longtemps, je l'ai trouvé, pour certaines, très, très compliqué. Voilà, pendant longtemps, j'ai dit, il faut une licence de psychologie pour être capable d'entraîner comme il faut des femmes. Heu, bon, je suis revenu un petit peu de ça, je suis plus modéré. Alors j'entraîne quelques femmes en triathlon et en trail, mais c'est vraiment des gens avec qui le feeling est bon, avec qui ça passe bien. Et ouais, c'est quand même différent dans la mesure où pratiquer ces sports, euh, c'est quand même pas pareil que pour un gars. Elles sont souvent un peu plus toutes seules ou plus avec leur conjoint, parce que c'est pas facile d'aller courir 3-4 heures comme ça. Il y a aussi parfois des questions de niveau. Donc les personnes avec qui je travaille tout de suite, j'ai énormément de plaisir à travailler avec elles, mais c'est un peu différent, je dirais pas compliqué, mais différent, bien sûr. Celles qui sont adultes, elles assument aussi énormément de charges par rapport au boulot, aux enfants, tout ça. Donc, il faut tenir compte de ça. Et voilà, je m'améliore là-dessus aussi. Je pense que aujourd'hui, j'ai de belles expériences avec. Mais c'est sûr que c'est différent forcément. Il faut s'adapter. Et certaines personnes ont un meilleur feeling ou pas. Moi, je sais que je vais avoir ce bon feeling avec certaines personnes, mais c'est peut-être moins naturel qu'avec les garçons adultes. Par contre, tu vois, chez les jeunes et chez les ados, j'ai un groupe de filles là depuis quelques années qui est assez exceptionnel en demi-fond. J'ai un super feeling avec, tu vois, ça se passe bien, et je peux avoir à des moments un feeling un peu moins bon avec les ados garçons. Donc c'est toute
l'entraînement, il y a une part de psychologie, bien sûr, qui est importante et qui est différente, bien sûr, selon le sexe, selon l'âge. Et on peut être plus ou moins à l'aise avec les uns et les autres. Et je ne prétends pas, tu vois, être à l'aise avec tout le monde. Mais voilà, en tout cas, les quelques filles, elles se reconnaîtront que j'ai tout de suite à l'entraînement. Ouais, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai enrichissement. C'est des gens qui sont incroyablement motivés. Et pour répondre purement à ta question, est-ce que je vois différence? Je vois quand même une différence mentale. C'est souvent des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus forts que nous. Hein, les filles, on le voit en trail, en triathlon. Oh là là, tu te poses rarement la question si la nénette, elle va aller au bout d'un ultra ou au bout d'un trail, alors que tu te la poses pour les garçons. Il y a, je trouve, mentalement des ressources qui sont parfois exceptionnelles et moi ça m'interpelle, j'y réfléchis pour qu'on arrive à avoir les mêmes choses avec tout le monde bien sûr, puisque la dimension mentale on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose de passionnant et là-dessus je pense que certaines athlètes femmes ont beaucoup beaucoup à nous apprendre. Et puis c'est vrai que quand on est entraîneur, quelque part, t'es pas mal dans la vie de l'athlète parce que déjà tous les jours, il pense un petit peu à toi avec la séance. En plus de ça, il y a un retour qui est fait ou non à la fin de la semaine ou via peut-être plus moi qui brasse sans arrêt. C'est vrai que je me repose plus sur l'application. Mais du coup, en fait, ouais, tu fais partie de la vie de l'athlète et du coup, le côté psychologique, quand il a un problème perso ou avec le travail, ça déteint ou ça ressort dans l'entraînement. Donc, ouais, c'est Ah exact. oui. Et je crois qu'on peut réussir d'ailleurs. C'est pas tant le contenu de l'entraînement qui est finalement important, c'est vraiment l'échange qu'on a, la confiance et savoir, comme je te disais tout à l'heure, si ça va pas, ou si ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et bien sûr, cette dimension humaine-là, c'est peut-être ça qui fait le plus dans être entre guillemets un bon entraîneur. Tu vois, c'est arriver à avoir ce feeling-là, à parler naturellement avec les gens, à s'intéresser à leur vie et tu vois, ça, c'est sûr que c'est quelque chose, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe, qui est très, très, très important. Eh ben allez, on va finir avec la toute dernière question, justement, pour donner un petit conseil. Si tu te vois il y a 10 bah, ou 20 ans aussi, parce que tu as plusieurs années de coaching derrière toi, tu te vois 10 ou 20 ans en arrière et tu te dis, putain là, si j'aurais eu ce conseil, ça se serait vraiment bien passé. Si tu pouvais modifier un truc. Euh, Là où j'ai le sentiment qu'on a évolué, par exemple, hein, quand tu me poses cette question, tout de suite, je pense au ravitaillement. Tu vois, Mhm. voilà, on était vraiment dans les années 2000, puis on était sur un empirisme total sur les ravitaux, tu vois, bouffer des gels dans tous les sens. Ah oui. Voilà, on jurait que par ça. À l'époque, voilà, on nous disait avale du sucre, machin. Donc là-dessus, j'ai beaucoup évolué. Et bien sûr, il y a des gens qui ont foiré des courses parce qu'on ne savait pas bien les aider à ce niveau-là. Donc, ouais, si je revenais dans les courses des années 2000, il y a des fois où là-dessus, ben, c'était pas non plus notre faute ni la faute des athlètes, hein, mais là-dessus, ouais, on a vraiment évolué positivement là-dessus. Ah bien, alors c'est pas idiot parce que tu aurais pu tomber sur les conseils de Denis Richer d'ailleurs dans ces années-là qui existaient déjà. Alors fallait trouver, mais ils étaient là. Ouais, il y a eu un moment où on commençait à être un peu plus, voilà, avoir un peu plus de réflexion et de finesse là-dessus que dire juste tu fais un effort, donc tu avales du sucre, etc. Mais ouais, c'est venu petit à petit et paradoxalement, les bons sentiments, on les avait en fait de façon empirique. Parce que déjà, tu ressentais que certaines personnes avaient besoin ou réussissaient en faisant différemment. Et petit à petit, bah, c'est là où des fois la science réunit le terrain. Bah, on s'est aperçu que, ouais, il y a 20 ans, pas 10 ans, hein, mais il y a 20 ans, ouais, on a fait quelques belles boulettes là-dessus, quoi. Bah nickel. Bon bah, Patrick, j'arrive à la fin. Donc je vais te remercier pour le temps que tu as pris avec nous, parce que je rappelle que tu es quand même très très occupé. En plus, bon, ce week-end, tu es en famille. Donc voilà, c'est gentil d'avoir bien voulu prendre 1 heure de ton temps pour répondre aux questions de Nolio. Et donc toi, tu es un athlète, un entraîneur et un athlète qui utilise la plateforme Nolio, mais on aura aussi d'autres entraîneurs qui ne l'utilisent pas. Donc ce sera intéressant de confronter tous les points de vue. Merci Écoute, Patrick pour ton temps. ouais, merci à toi, Hugo. C'était un plaisir de t'avoir tout court et très honnêtement, un plaisir de donner le temps pour Nolio parce que bah, c'est des gens qui sont toujours dispo pour nous, qu'humainement j'apprécie beaucoup. Moi, tu sais l'importance que j'accorde à l'humain. Donc voilà, moi, quand j'ai eu
quand j'ai eu la petite demande de ta part pour faire ça, honnêtement, je l'ai fait avec grand plaisir parce que je trouve que c'est des gens qui en valent la peine, tout simplement. Eh ben super, ça les touchera, ça leur fera plaisir. Puis tu pourras écouter aussi les autres entraîneurs. Voilà, certains auront les mêmes avis que toi et puis d'autres non. Donc c'est sympa aussi, c'est enrichissant. Allez, bonne journée. Salut Patrick. Hugo, merci à toi. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du Nolio Podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.